J'aimerais vous parler d'une solution en prévention qui peut être très intéressante. C'est la tribu Happy Kids. C'est une nouvelle manière d'aborder la santé préventive. Alors, ils ont conçu des boîtes ludo-pédagogiques avec des professionnels de santé, des pédiatres, des orthophonistes, des dentistes. Et ce sont des méthodes qui sont joyeuses, simples et surtout ludiques pour arrêter la tétine, le pouce, prévenir les caries, améliorer le sommeil ou alors, par exemple, soutenir le langage. Vous trouverez ces boîtes avec des étapes, des jeux, des comptines, des routines qui sont faciles à utiliser par les parents. Elles sont recommandées par des professionnels et elles sont remboursées par plusieurs mutuelles. Et elles sont disponibles en pharmacie et sur la tribu happykids.fr. Ad Vitam, le podcast de médecine préventive. Environ 70% des maladies sont évitables. La médecine préventive, c'est une approche globale de la santé. Elle permet de cibler les facteurs de risque et ainsi de pouvoir limiter ou retarder l'apparition de pathologies. Dans ce podcast, avec l'expertise d'intervenants de qualité, nous décryptons sans tabou les données de la science auxquelles nous confrontons différents points de vue. Nous expliquons, avec bienveillance et empathie, quels sont les éléments pour devenir acteur de votre santé de manière positive, quel que soit votre âge. Je suis le docteur Sarah Langer, médecin généraliste et gériatre depuis plus de 15 ans. Bienvenue dans Ad Vitam, le podcast de médecine préventive. J'ai la chance aujourd'hui, dans le podcast Ad Vitam, de recevoir une pédiatre, Aude Hilfiger, qui va nous parler du TDA ou TDAH, le trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et ça, c'est un sujet dont on parle énormément actuellement. Elle ne fait que ça en consultation. Et on aimerait en savoir beaucoup plus sur comment on repère ce TDAH, mais bien sûr commencer par ce que c'est, qu'on comprenne bien finalement, parce qu'on est un petit peu perdu dans toutes ces définitions. De quelle manière est-ce qu'on peut suspecter un TDAH? À partir de quel âge? Quels sont les symptômes? Nous, parents, quand on cherche à repérer ça, quels signes doivent nous alerter? Comment est-ce qu'on fait le diagnostic? Est-ce qu'il faut emmener notre enfant voir un pédiatre, un neuropédiatre, un médecin généraliste, un neuropsychologue? Quels sont les outils qui peuvent être utilisés pour faire ce diagnostic? Finalement, est-ce qu'il y a des causes qu'on peut expliquer pour le TDAH? Est-ce que c'est l'alimentation? Est-ce que c'est la génétique, l'environnement? Est-ce qu'il y a des mythes sur ce sujet-là? Nous, parents, il y a un impact forcément sur la vie quotidienne. Donc Aude nous expliquera quels conseils on peut avoir sur mieux gérer le quotidien quand on a un enfant qui est TDA, TDAH, parce qu'on peut parler parfois de burn-out parental, on peut parfois parler de lourdeur dans la vie au quotidien sur ce sujet-là. Et puis, elle nous aidera à y voir plus clair aussi sur comment est-ce qu'on peut mieux prendre en charge ces enfants, soit sur le plan médicamenteux, soit avec d'autres outils peut-être. Et puis, on finira un petit peu sur les dérives liées à ce TDAH. Bonjour Aude. Bonjour Sarah. Merci beaucoup d'être là avec nous. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ton parcours et comment tu es arrivée à faire que du TDAH en consultation? Alors, écoute, mon parcours a commencé en pédiatrie très jeune, puisque mon père était pédiatre. Et je me suis rapidement demandé si moi aussi, je n'étais pas faite pour ce métier-là. Et pendant mes études de médecine, j'ai hésité longuement entre faire de la pédiatrie et de la psychiatrie. Je me suis dirigée vers la pédiatrie. Voilà, il fallait faire un choix. Et finalement, la vie, les opportunités professionnelles m'ont ramenée à l'intermédiaire, je pense, entre les deux, à savoir le neurodéveloppement. Ok, comment t'es arrivée directement sur le neurodéveloppement où il y a eu différents petits axes, parcours différents dans la pédiatrie? Est-ce qu'on décide tout de suite de faire du neurodéveloppement en pédiatrie? Alors ça, c'est une bonne question parce qu'en fait, on ne le décide pas du tout puisque ça ne fait, jusqu'à présent en tout cas, ça ne faisait quasiment pas partie du parcours de formation des pédiatres. Là, alors maintenant, les nouvelles promotions, je pense, sont quand même beaucoup plus sensibilisées et j'espère formées. Mais jusqu'à il y a quelques années, ça n'apparaissait pas. On avait tout juste 1 heure sur 4 ans de formation. Et donc, en travaillant à l'hôpital, je n'étais absolument pas confrontée directement à ces questions-là, qui étaient vraiment du domaine des neuropédiatres ou des pédopsychiatres, 2 spécialités qui sont quand même rares à trouver. Et le hasard des rencontres professionnelles m'a permis de travailler dans des services médico-sociaux, donc c'est-à-dire des services qui s'occupent d'enfants qui présentent des handicaps
Et en l'occurrence, c'était des handicaps neurodéveloppementaux. Donc, c'est-à-dire des déficiences intellectuelles, des retards de développement. Et à partir de là, je me suis formée et les besoins des différents centres dans lesquels je travaillais m'ont amené à m'intéresser plus spécifiquement au TDAH. Mais alors sur ce sujet, Aude, du coup, on a, j'imagine, beaucoup de demandes parce qu'on connaît différentes structures qui s'appellent les CMP, les centres médico-psychologiques, les CMPP, centres psycho-pédagogiques. On consulte aussi des pédiatres, des neuropédiatres en libéral. En fait, comment les gens s'y retrouvent dans tout ça ? C'est la grande difficulté pour les familles de savoir vers qui s'adresser, vu la multiplicité des endroits, comme tu viens de le signaler, les similitudes entre les noms et les délais d'attente pour accéder à ces soins. Donc, pour essayer de simplifier les choses, les structures publiques ou associatives, c'est-à-dire dans lesquelles les parents n'ont pas de financement à apporter pour les soins de leurs enfants, ce sont les CMP, les CMPP. Donc, centres médico-psycho-pédagogiques, c'est le CMPP. Centres médico-psychologiques, c'est les CMP. Les différences après sont entre les régions, les départements, peu importe. Dans ces endroits-là, les parents et leurs enfants vont pouvoir être accueillis, pris en charge, pris en soins, bilantés, sans avoir de financement apporté. Et par une équipe pluridisciplinaire ? Par une équipe pluridisciplinaire avec des médecins, des orthophonistes, des psychologues, des psychiatres, des pédiatres, des pédopsies, des psychomotriciens, des ergothérapeutes. Tout dépend de l'endroit où tu habites et du centre de proximité. Les délais d'accès sont excessivement longs et représentent aussi une perte de chance pour les enfants. Tu imagines bien qu'un enfant qui a 6 ans, qui doit attendre 2 ans avant d'être pris en charge pour des difficultés d'apprentissage, du CP, il se retrouve en CE2. Et il n'est pas trop tard, mais il y a déjà beaucoup de choses qui ont avancé. Exactement. Okay. Donc ça, c'est une problématique. L'autre possibilité pour les parents, c'est de s'adresser en libéral, chez des personnes des professionnels de santé qui ne sont pas de ces centres-là. Mais malheureusement, à ce jour, la plupart des bilans et prises en charge nécessaires dans les troubles du neurodéveloppement ne sont pas remboursés par la CPAM, par la Sécurité sociale, et donc restent à charge des familles. Et c'est souvent assez onéreux. Et ce sont des choses qui sont coûteuses, effectivement, parce que ce sont des choses qui prennent du temps. Les professionnels vont passer une demi-heure, 45 minutes, 1 heure avec l'enfant plusieurs fois. Donc, on imagine bien le coût que ça représente pour les familles. Il y a des programmes nationaux pour limiter ces frais, d'une part, et pour limiter le délai d'attente et le retard au diagnostic, d'autre part. Donc, ça s'appelle les plateformes de coordination et d'orientation, où normalement n'importe quel médecin peut adresser à un patient pour qu'il puisse avoir des bilans de dépistage et de prise en charge s'il n'a jamais eu de soins jusqu'à présent. Donc, c'est pour limiter le retard au diagnostic. Voilà, pour synthétiser un petit peu. Merci, déjà, ça clarifie bien les choses. Si on rentre dans le vif du sujet, donc pour les parents qui nous écoutent, parce que ça sera surtout des parents, le TDAH, le TDA, toi, pédiatre, est-ce que tu peux nous expliquer clairement ce que c'est et comment on arrive à le diagnostiquer ? Alors, la définition du TDAH, donc tu le disais tout à l'heure, c'est trouble déficit attentionnel avec ou sans, petite subtilité, hyperactivité. Alors, déjà, trouble, quand on dit trouble, on ne dit pas maladie. Parce que le trouble, ça veut dire qu'il y a une problématique pour une personne dans un environnement donné. Si tu enlèves l'environnement, la personne qui va être agitée ou qui pense à 1000 choses à la fois, alors je caricature, si elle vit dans la jungle, ça peut lui être très utile d'être très alerte sur tout ce qui se passe, les bruits pour les dangers, etc. Et en plus d'être agitée, en tout cas d'avoir du dynamisme, va lui permettre de trouver à manger, etc. Bon, on ne vit pas dans la jungle en France, il n'y a plus de jungle. Donc, ça devient plus gênant quand on est
à l'école, qu'on vous demande d'être assis de 8h30 à 16h30 avec 20 minutes de récréation toutes les 2h30. Et ça devient un trouble. Donc ça, c'est la première chose par rapport au trouble. Ensuite, déficit attentionnel. De plus en plus, on explique aux familles, aux gens, que ce n'est pas un déficit attentionnel en tant que tel, c'est un déficit de régulation de l'attention. Les personnes qui ont un TDAH vont avoir des capacités d'attention énormes sur les sujets qui les intéressent, sur les sujets nouveaux, sur les sujets excitants, sur les sujets qui apportent en gros de la dopamine, du plaisir. Et les parents d'enfants TDAH vous diront « Ah non mais attendez, il peut faire des Legos pendant des heures » ou quand il joue au tennis, il est hyper concentré. Donc il ne peut pas être TDAH puisqu'il y arrive. Si, parce que c'est un problème de régulation. Il y a des moments où c'est presque trop, je pourrais revenir, et il y en a d'autres où c'est pas assez. Et quand c'est la maîtresse qui parle, c'est pas assez. Et donc le trop, c'est parce que justement, quand il joue au Lego, il voit pas le temps passer. Et quand vous devenez adulte et que vous êtes super concentré sur l'activité que vous êtes en train de faire, vous n'avez pas vu l'heure, vous êtes en retard à tous vos rendez-vous. Et donc le avec ou sans H, hyperactivité, avec ou sans hyperactivité, c'est parce que cette zone du cerveau qui règle normalement justement l'attention, l'agitation motrice, le contrôle, c'est la même zone qui règle l'attention et l'inhibition, on dit. Alors ça devient un petit peu technique, un peu complexe, mais en gros, il y a une partie du cerveau qui nous permet de contrôler toutes les autres parties de notre cerveau. Le cortex préfrontal, là, juste derrière notre front. Cette partie du cerveau, si on ne l'utilise pas à un moment donné, le reste du cerveau va vivre sa vie. Donc la partie de la motricité, en gros, le bras gauche va se mettre à bouger tout seul. Enfin, il a besoin de bouger, donc il se met à bouger parce que votre cortex préfrontal n'est pas en train d'envoyer le message de « bouge pas ». Certaines personnes vont présenter principalement un défaut d'attention, défaut de régulation de l'attention. D'autres personnes vont présenter plutôt une agitation, une impulsivité, une hyperactivité motrice. Et puis il y a d'autres personnes qui ont les deux. Voilà. Et donc il y a plusieurs présentations. Les patients qui ont un TDAH, en fait, peuvent avoir plusieurs tableaux cliniques. Et pourtant, ils ont tous un TDAH. Sur le côté hyperactif, parce que tu venais juste d'en parler, c'est difficile, en fait, de savoir à quel moment est-ce qu'un enfant est hyperactif. Parce que quand on a des jeunes enfants, notamment des garçons, on sait qu'ils courent tout le temps partout, que c'est extrêmement fatigant. À quel moment est-ce qu'il faut se questionner sur ce sujet de l'hyperactivité ? Alors, on en revient à la question du trouble. Le trouble, c'est un trouble par rapport à une norme, par rapport à un environnement. Donc déjà, il faut savoir qu'avant 6 ans, cette partie du cerveau dont je vous parlais, le cortex préfrontal, n'est pas encore réellement efficace. Donc, c'est normal que les enfants de 0 à 6 ans bougent partout. C'est pour ça qu'ils se roulent par terre. Et donc, on ne demande pas aux enfants de 4 ans de rester assis toute la journée en classe. Mais la limite, elle a été fixée à 6 ans en France et d'ailleurs dans beaucoup de pays. Et à ce moment-là, on leur demande de rester assis parce qu'on considère qu'ils peuvent le faire désormais sur le plan neurologique. Et certains enfants vont avoir un petit décalage. Ça leur prend un peu plus de temps que les autres, mais ils ne sont pas dans le trouble. Ils sont un peu en décalage. Si vous avez votre enfant qui a 6 ans, que tous les autres sont un peu agités, mais ils arrivent quand même à se calmer, etc. Et que par contre, votre enfant, à vous ne pouvez pas le faire asseoir 30 secondes à table au dîner. Il ne peut pas se poser 5 minutes au temps de regroupement le matin en arrivant à l'école. Que c'est l'agitation permanente tout le temps, qu'il traverse la rue sans regarder. En gros, en rapport avec la moyenne et la norme, vous êtes quand même au-dessus sur pas mal de points. Et c'est là qu'il faut se poser la question. Les patients, les parents de patients viennent te voir pour ça. C'est ça la raison en général sur l'hyperactivité. Exactement. Le symptôme qui fait consulter le plus souvent, ça va être l'hyperactivité, l'impulsivité, le fait de ne pas arriver à attendre, et donc parfois la mise en danger et le regard de l'entourage. Alors tu parles de l'inhibition du cortex préfrontal. On a compris que cette zone-là sert un petit peu à calmer le jeu. Est-ce que tu aurais une image pour expliquer les choses ? L'image que j'aime bien utiliser, c'est l'image du chef d'orchestre. Quand tu vas écouter un concert avec une vingtaine de musiciens, généralement, tu as un chef d'orchestre
qui leur dit qui doit jouer quel morceau à quel moment. Quand le chef d'orchestre ne fait pas son travail, et que les musiciens ont très envie de jouer, c'est un peu le bazar. Bon, c'est pareil dans notre cerveau. Qu'on ait un TDAH ou pas, on a tous un chef d'orchestre, c'est le fameux cortex préfrontal. Quand on a un TDAH, ce chef d'orchestre, il y a des moments, il est particulièrement efficace. Là, c'est le meilleur chef d'orchestre de la Terre. C'est les fameuses fois où on est très concentré très longtemps sur ce qui nous intéresse. Sauf que à d'autres moments, ce chef d'orchestre, il fait la sieste. Et qu'est-ce qui se passe ? Les musiciens, ils ont quand même envie de faire leur truc. Alors, il est toujours là, le chef d'orchestre, mais il fait plus ce qu'il a à faire. Et donc, les autres parties de notre cerveau, elles vivent leur vie. Donc, la partie qui veut bouger la main, elle bouge la main. La partie qui veut penser à ce qu'on va manger à la cantine, elle pense à ça. La partie des yeux va regarder ailleurs. La partie des oreilles, elle entend ce qui se passe dehors. Et donc, au final, on n'est plus dans la tâche qu'on doit faire. Ça part dans tous les sens. C'est exactement ça. Et c'est à peine exagéré comme métaphore. Réellement, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que le cortex, c'est la zone de l'inhibition. Ok. Et c'est ce que tu expliques du coup aux parents et aux enfants pour que tout le monde Exactement. comprenne. Parce que avec les parents, on peut parler d'inhibition, d'attention, d'impulsivité, tout ça. Bon, les enfants, ça leur parle pas, inhibition. Par contre, le chef d'orchestre qui dit au violon, tu peux jouer, et qui dit à la clarinette, arrête-toi. Bon, ça, on le comprend. Alors, tout ce que tu expliques sur l'hyperactivité, si on t'entend, j'imagine que la plupart des parents se diraient « Ok, bon, il faut que je le fasse bilanter parce qu'en fait, il est trop agité. » Est-ce qu'il faut emmener son enfant se faire diagnostiquer dès qu'il y a ce sujet quand même d'hyperactivité, d'agitation, je tiens pas en place, etc. La réponse est clairement non. D'une part, parce que ce fameux cortex commence tout juste à être efficace à 6 ans, comme je vous le disais tout à l'heure, mais prend environ 20-25 ans pour finir d'être complètement efficace. C'est long. C'est long, et c'est d'ailleurs pour ça qu'à l'adolescence, il y a des comportements de mise en danger, de recherche de sensations, etc. Parce qu'il y a le reste du cerveau qui est bien fini, et puis l'avant, là, le cortex, qui n'est pas encore tout à fait prêt. Petite parenthèse. Donc, d'une part, c'est pas parce qu'à 6 ans et 1 mois, votre enfant n'est pas assis à table calmement que c'est un problème. Il a encore 20 ans derrière pour y arriver. Et deuxièmement, il y a plein d'autres raisons qui peuvent expliquer de l'agitation ou de l'inattention. Et c'est ça qui rend le diagnostic long parfois, et en tout cas à porter avec prudence, pour ne pas justement surdiagnostiquer, parce que c'est parfois le reproche qui est fait par les détracteurs du TDAH, si on peut appeler ça comme ça. C'est qu'un enfant qui va être très anxieux parce qu'il lui arrive des problèmes, des soucis, il ne va pas pouvoir être attentif. Il va penser à ce qui lui arrive à la maison s'il a un souci. Donc l'anxiété ou le stress chez l'enfant. L'anxiété, le stress, un enfant qui a un trouble sévère du langage et qui n'arrive pas à s'exprimer ou qui n'arrive pas à bien comprendre. Et ça peut être même plus discret en plus parce qu'il peut ne pas comprendre mais bien parler. Il va être agité parce qu'à force de ne pas réussir à se faire comprendre, ça vous énerve. Donc vous êtes agité. Et en plus, si vous ne comprenez pas bien, au bout de 2 secondes, vous arrêtez d'écouter. Vous pensez à autre chose puisque vous ne comprenez pas. Et ce n'est pas une question d'intelligence dans ces cas-là. Et donc tout ça, ce sont des diagnostics différentiels, on appelle ça, que le médecin doit prendre en compte, évaluer et ensuite éliminer pour pouvoir dire ok, devant tous les autres arguments, etc., je peux dire que c'est un trouble déficit attentionnel avec ou sans hyperactivité. D'où l'intérêt d'aller voir quand même un professionnel de santé, pédiatre généraliste en général, ou vraiment plutôt neuropédiatre selon toi ? Je pense désormais que les pédiatres sont tous formés. Les nouveaux, les plus anciens, il y a eu suffisamment de sensibilisation et de formation pour que votre pédiatre puisse répondre à la question. Vous avez aussi, si vous avez la chance d'en avoir près de chez vous, des pédopsychiatres, dont c'est le métier aussi. Parce qu'on parle des pédiatres, mais les pédopsychiatres, c'est quand même aussi clairement leur activité. Bon, après, il y a plus de difficultés d'accessibilité aux pédopsychiatres, je pense. Les médecins généralistes ont aussi de plus en plus de formation et d'expérience dans ce domaine-là. Donc, si vous avez un médecin généraliste qui est sensibilisé aux enfants, à la pédiatrie, vous pouvez tout à fait lui en parler. D'accord, parce que le parcours est parfois compliqué. Comme tu dis, je pense qu'il y a de l'errance médicale pour beaucoup,
qu'on soit dans une situation de précarité, qu'on n'ait pas accès à ces consultations quand c'est pas dans des structures prises en charge, ou par le délai du coup d'accès à un pédopsychiatre, un neuropédiatre, et les parents qui savent pas toujours quoi faire, c'est pas simple, hein, tu le sais. C'est ça. Et c'est les parents, effectivement, souvent ont un parcours très très long. D'une part, parce qu'il y a le regard de l'entourage et de l'extérieur, des enseignants, de la famille, des amis qui savent mieux, qui pensent que c'est une question d'éducation. Ça revient souvent, ça, quand même. Ça, c'est très culpabilisant pour les parents, hein, avec la grand-mère qui vous dit laisse-le-moi une semaine et puis tu verras. Okay. Qu'est-ce qui revient souvent? C'est la faute du parent. Pourquoi? On leur reproche quoi aux parents? On leur reproche de ne pas savoir éduquer leur enfant, de ne pas être assez strict, de ne pas avoir les bonnes méthodes. Dans le cadre des troubles du neurodéveloppement, c'est pas une question de méthode, c'est une question de neurologie. Et le challenge éducatif d'avoir un enfant neuroatypique, c'est pas le même que le challenge éducatif pour un enfant neurotypique. C'est beaucoup plus dur. C'est différent. Ça demande quand même beaucoup d'énergie de la part des parents. Ça demande beaucoup d'énergie, ça demande de se battre contre le regard des autres, contre le temps, contre soi-même aussi, parce que parfois il y a quand même une part d'hérédité non négligeable, et ça rend l'éducation plus compliquée, parce que quand vous-même vous avez des difficultés, conscientes ou non, c'est plus compliqué pour être parent tout simplement. Les maîtresses, les enseignantes sont bien sûr une aide dans le diagnostic en général, ou quel est ton retour là-dessus? De la même façon que les médecins sont de plus en plus formés, les enseignants le sont de plus en plus aussi. Les enseignants sont une mine d'or en termes d'information sur le comportement des enfants. Parce que vous pouvez avoir des enfants qui vont être très différents à l'école et à la maison, et un enfant qui n'aurait aucune problématique dans un des deux endroits et une agitation majeure dans l'autre, ça laisse quand même clairement penser qu'on n'est pas sur quelque chose de neurodéveloppemental, mais plutôt de psycho-affectif. Donc ça, c'est une première chose à prendre en compte. Et les maîtresses sont aussi maintenant très formées sur le plan théorique par rapport à ces difficultés des troubles des apprentissages. Et il reste encore, il faut le dire, des personnes, comme chez les médecins, qui vont vous dire que c'est un effet de mode. Mais on peut espérer que peu à peu, ces personnes-là... Oui, parce qu'on n'en parlait pas du tout avant. On en parle énormément en ce moment. Pourquoi, en fait? Pourquoi il y a eu ce changement comme ça, où toi, tu n'as même pas été formé pendant tes études de pédiatrie? Maintenant, vous êtes plusieurs spécialistes à être formés sur le sujet. Pourquoi il y a eu ce changement comme ça sur la dizaine d'années, on va dire? Alors, je pense qu'il y a plusieurs explications. D'une part, il y a l'apport des neurosciences, qui très clairement explique quand même un certain nombre de choses sur le plan biochimique, sur le plan anatomique, sur le plan génétique aussi. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui va porter un petit peu plus à débat, c'est les parcours de chaque pays en termes d'obédience, j'allais dire, d'ouverture d'esprit par rapport aux différentes possibilités de prise en charge des maladies et des troubles psychiques, psychiatriques, neurodéveloppementaux. C'est-à-dire, tu as d'autres pays qui peuvent être de très bons exemples? Alors, si vous allez regarder outre-Atlantique, par exemple, il y a 20-30 années d'avance, avec les dérives qui vont avec, c'est-à-dire possiblement un surdiagnostic, une surutilisation des médicaments en dehors des cadres du traitement. C'est vrai qu'en France, les habitudes de prise en charge sont beaucoup plus orientées sur les prises en charge psycho-affectives et avec un passé beaucoup plus psychanalytique en France. Ouais, ça, c'est lié à l'histoire médicale. C'est lié à l'histoire médicale. Mais finalement, ce trouble-là a toujours existé déjà il y a très longtemps. Alors, ce trouble-là a toujours existé. C'est une grande question qui se pose un petit peu de savoir pourquoi maintenant on en parle plus qu'auparavant. Il est probable que c'était moins gênant quand vous étiez au 18e et que vous travailliez au champ, d'être hyperactif et d'avoir des difficultés attentionnelles,
parce que vous n'aviez pas besoin de lire, mais personne ne vous apprenait. Et en plus, votre quotidien vous permettait de canaliser un petit peu cette impulsivité. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication, c'est aussi les méthodes éducatives. C'est-à-dire qu'il y avait quand même, il y a eu jusqu'à pas si longtemps que ça, les méthodes étaient plutôt répressives. Et puis, en gros, on demandait aux enfants de se taire, de ne pas parler. Et ceux qui étaient récalcitrants étaient maltraités. C'était la punition. C'était la punition. Et puis ensuite, l'évolution de chacun faisait comme il pouvait. Donc, ça n'existait même pas dans la conscience. Dans l'imaginaire collectif et dans la conscience. C'est-à-dire, c'était pas un trouble, c'était juste un problème d'éducation. Si je reviens sur la différence avec donc TDA, avec hyperactivité, on en a parlé, et alors sans hyperactivité, juste sur l'histoire de l'attention. À quel moment, pareil, on peut aider tous les parents qui se posent des questions sur l'attention de leurs enfants à l'école ou à la maison. Quels sont les exemples concrets que tu peux nous donner, tout ce que tu vois au quotidien en cabinet pour aider au diagnostic? Alors, la difficulté chez les enfants qui ont un trouble déficit attentionnel de prédominance inattentive, donc sans en fait l'hyperactivité et l'impulsivité, c'est qu'en fait on les voit pas, on les repère pas. Ils ne sont pas dérangeants à l'école, ils font pas de bruit. À la maison ils sont gentils, et puis ils sont gentils, non pas que les autres soient méchants, mais ils vont pouvoir passer des heures à faire leurs dessins, alors que pendant que l'enfant qui a l'impulsivité, l'hyperactivité, il a déjà tout mis sans dessus-dessous depuis des heures. Donc, c'est des enfants qui vont être beaucoup plus difficilement repérés. Et généralement, ça s'est repéré par des difficultés d'apprentissage. Parce qu'en fait, l'inattention peut avoir des conséquences sur les autres apprentissages. Si vous n'êtes pas attentif au moment où la maîtresse vous parle de la règle d'orthographe, vous apprend à lire ou vous apprend les tables de multiplication, eh bien, vous n'allez pas les apprendre. Mais ce n'est pas une question de capacité dans ces cas-là à retenir vos tables de multiplication ou à comprendre les règles d'orthographe. C'est une question d'être inattentif sur le moment. Donc, en fait, ces enfants-là, ils vont souvent être repérés un peu plus tard, c'est-à-dire les enfants hyperactifs, c'est dès la maternelle, on les repère. Et ceux qui ont le versant plus inattentif, isolément des autres problèmes neurodéveloppementaux, ça va plutôt être CP, CE1, CE2. Est-ce qu'on les repère parce qu'ils sont en décrochage scolaire? Exactement. Ok. Et parce qu'il n'y a pas de raison évidente. Ils travaillent, ils font des efforts, les parents font les devoirs avec eux le soir. Et puis le lendemain, la table de multiplication, ils ne la savent toujours pas. Alors que ça a été vu. Alors que ça a été vu et revu et revu. Et qu'il y a toujours, on n'a pas d'autre explication. C'est-à-dire on élimine le fait qu'il puisse y avoir de la maltraitance, des problèmes psychiatriques, des problèmes neurologiques, des problèmes d'épilepsie. Ou autre chose, plein de diagnostics différents. Exactement, des problèmes de sommeil. Les troubles du sommeil de l'enfant peuvent donner précisément les mêmes symptômes que le TDAH. Après, c'est comme nous, hein. Quand on ne dort pas, on n'arrive pas à se concentrer, on n'arrive pas à mémoriser, on est de mauvaise humeur, on peut être très changeant quand on ne dort pas assez. Exactement. Et c'est vrai que le sommeil de l'enfant, mais peut-être que ça fera l'objet d'une autre émission, mais le sommeil de l'enfant est essentiel et peut-être sous-estimé de la part des parents. Sous-estimé de la part des parents et des professionnels. C'est-à-dire que quand on regarde lors des premières consultations et qu'on interroge sur le sommeil des enfants, c'est la plupart du temps la première fois qu'on leur pose la question très clairement. Et pourtant, ça devrait faire partie, en tout cas quand il y a ces questionnements d'apprentissage et d'attention et d'agitation, ça doit faire partie du questionnaire de base. Tout comme les écrans. Voilà, tu pointes des sujets qui sont fondamentaux, mais le sommeil, pour toi, qu'est-ce qui ressort principalement en consultation? Est-ce que les enfants se couchent trop tard? Est-ce que c'est des soucis de sommeil parce qu'ils dorment mal ou il y a une problématique pathologique du sommeil? Alors, il va y avoir 2 cas de figure. Donc là, je parle des pathologies du sommeil ou des troubles du sommeil qui sont les causes d'agitation et d'inattention. Ça va être les enfants qui se couchent trop tard avec des expositions aux écrans le soir, donc avec un sommeil qui est de mauvaise qualité. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a les troubles respiratoires obstructifs du sommeil de l'enfant,
en gros, c'est l'équivalent des apnées du sommeil de l'enfant, mais qui ne se voient pas comme une apnée du sommeil de l'adulte avec des pauses respiratoires. C'est un peu plus Parce que chez compliqué. l'adulte, en fait, donc on repère les adultes qui ronflent et qui s'arrêtent de respirer. C'est la compagne qui vient voir en consultation et qui dit « Ah, il s'arrête de respirer, ça me fait peur ». Et chez l'enfant, c'est comment ? Alors, chez l'enfant, les symptômes principaux de ces troubles-là, ça va être les ronflements aussi, la respiration par la bouche, parce qu'on est censé respirer par le nez. Donc, un enfant qui respire par la bouche, qui ronfle, qui est en sueur la nuit, qui a facilement chaud, qui prend juste son petit pyjama, jamais la couverture, qui se réveille fatigué le matin, qui a des petites cernes. Là, vous avez déjà 80% du tableau. Ça ne veut pas dire que c'est ça nécessairement la cause des difficultés attentionnelles et d'agitation, mais c'est important de le prendre en compte et de voir, une fois qu'on a amélioré ça, si ça améliore l'attention et l'agitation. C'est très bien de faire le point sur tout ça, comme ça permet de comprendre qu'il y a plein d'autres diagnostics qui peuvent expliquer ces problématiques d'attention, ces problématiques d'hyperactivité, d'où l'intérêt de la consultation chez le professionnel de santé. Tu parlais tout à l'heure du parent, de l'enfant, donc j'ai cru comprendre qu'il pouvait y avoir des causes génétiques. Finalement, quelles causes tu pourrais globalement attribuer à ces problématiques, à ces troubles-là ? Est-ce qu'on a cassé le mythe de la mauvaise éducation, hein, ça c'est éliminé. Mais finalement, c'est vrai que si on est TDA ou TDAH, on aura plus de risques ou de chances, de malchance, peu importe comment on le voit, d'avoir un enfant TDAH. Alors ça, c'est très clairement démontré maintenant. Il y a une hérédité dans tout ce qui est trouble du neurodéveloppement. C'est pas du 100%, mais il y a effectivement plus de risques que votre enfant puisse avoir un trouble si vous-même vous avez un trouble. Et c'est flagrant en consultation. Les parents se font diagnostiquer après le diagnostic de leur enfant. C'est fréquent. Allez, 8 fois sur 10. Donc ça change la donne parce que dans l'environnement familial, on réfléchit plus de la même manière. Exactement. Donc ça permet aux parents de se rendre compte parfois de leurs propres difficultés et donc de mettre en place des choses pour eux. Ça permet aussi, et c'est là que ça devient un petit peu difficile, de modifier ses propres comportements d'éducateur en fonction de ses difficultés propres. Je dirais que ça augmente aussi la certitude du diagnostic. C'est-à-dire qu'un enfant qui serait dans une famille où clairement personne n'a aucun trouble du neurodéveloppement, il n'y a aucune explication, il n'y a pas eu de maladie, il n'y a pas eu de traumatisme crânien, pas d'infection. Et d'un coup, ou quasiment d'un coup, il serait agité ou inattentif. Autant vous dire que j'irais chercher encore plus que d'habitude une autre raison. Quant à l'environnement, est-ce qu'il y a des causes environnementales qui peuvent expliquer ça ? Alors je vais aller très loin, hein. Je vais aller sur la pollution extérieure, la pollution intérieure, sur les pesticides, je vais aller sur l'alimentation aussi. Quel est ton avis sur le sujet ? En tout cas, les données scientifiques que tu connais, surtout. Finalement, mon avis importe finalement assez peu. Les données scientifiques sont pour l'instant pas probantes. L'environnement est quand même un facteur déterminant du développement de l'enfant, quel qu'il soit. Que ce soit les cancers pédiatriques, on en entend de plus en plus parler. Le neurodéveloppement, c'est pareil. On sait très bien qu'avec ce qu'on appelle l'épigénétique, on a peut-être déjà parlé dans ce podcast, il y a des choses qui influent sur votre génétique et qui sont passées 2 générations plus tôt. Voilà, pour expliquer, hein, c'est des petits changements au niveau de la structure de l'ADN qui sont arrivés à cause de raisons environnementales quelles qu'elles soient. Hein. Ça peut être le tabac, par exemple, qui va modifier des gènes et ça va être transmis aussi à la génération d'après. C'est ça. Faire la parenthèse. Exactement. Et donc, puisqu'on a dit il y a quelques instants qu'il y avait une hérédité dans les troubles du neurodéveloppement, l'épigénétique nécessairement impacte aussi. Donc l'environnement, la vie qu'on a pu avoir auparavant va avoir dans une certaine mesure un impact. Attention, il ne s'agit pas non plus de se culpabiliser et de se dire que c'est parce qu'on a mal fait les choses que notre enfant a un TDAH. C'est pas ça. C'est comme ça. On vit dans un environnement, on fait avec et on fait tous au mieux avec ce qu'on a. C'est ça. On ne peut pas s'arrêter ni de respirer, ni de boire, ni de manger.
Voilà. Exactement, on est bien d'accord là-dessus. Par rapport à l'alimentation, parce que finalement, on en entend beaucoup parler, alimentation et TDAH, il y a beaucoup de professionnels, de thérapeutes qui proposent des alimentations qui vont être différentes en excluant certains aliments. Est-ce que ça, tu as lu des choses scientifiquement sur le sujet ? Sur le plan scientifique, aucune étude n'a pu prouver l'efficacité d'un traitement par exclusion d'un groupe d'aliments sur le TDAH. Aucune étude ne prouve non plus l'imputabilité, c'est-à-dire le fait que manger quelque chose vous donne un TDAH. Ça n'a pas de sens. D'accord ? Il y a les questions des régimes sans gluten, etc. Le gluten en lui-même ne va pas vous donner un trouble du neurodéveloppement. Si vous avez un trouble inflammatoire de l'intestin, une sensibilité particulière, que quand vous mangez du gluten, ou plutôt des choses qui fermentent, vous avez mal au ventre, vous risquez d'être plus agité. Et quand vous avez 3 ans, ça se manifeste par de l'agitation. Voilà. Mais on n'est pas là dans le cadre d'un trouble du neurodéveloppement. Donc ça, c'est la première chose. Et par rapport à l'alimentation et à tout ce qu'on peut lire sur les suppléments et des médecins qui publient des publicités sur les réseaux sociaux en disant « prenez ma gélule de safran » pour ne pas le citer, l'efficacité n'est pas démontrée. Ce qui veut dire que si ça fonctionne grâce à l'effet placebo, grâce au hasard de la vie, tant mieux, mais quand vous avez un trouble important, ça ne suffira probablement pas. Et c'est là que je préviens les parents, c'est que c'est des choses qui coûtent très cher. Quand vous en avez pour 50 € par mois de safran, quand même un petit peu, ça questionne en tout cas. Donc pourquoi pas l'essayer si vous en avez l'envie, les moyens. Il ne faut pas le voir comme une fin en soi. Est-ce que tu as des familles néanmoins qui tentent des choses sur le plan de l'alimentation et qui te disent « bah oui, mais il va nettement mieux quand même depuis qu'on a arrêté le gluten, il va nettement mieux depuis que, par exemple, il a une nourriture, une alimentation qui va être plus équilibrée ». Par rapport au gluten directement, non. Par rapport au sucre, il y a beaucoup de parents qui parlent du sucre et qui ont l'impression, c'est toujours une question d'impression, donc on n'est pas dans la preuve scientifique, que quand ils mangent, quand ils donnent moins de bonbons, moins de sucreries à leur enfant, il va être plus calme. D'un point de vue neurologique, biochimique et comportemental, je fais une petite parenthèse, le problème du TDAH, c'est une dérégulation de la dopamine, du système dopaminergique. On n'en a pas vraiment parlé, mais c'est pourtant fondamental. Votre recherche de plaisir, quand vous avez un TDAH, elle est un petit peu exacerbée, elle est altérée. C'est-à-dire que vous avez besoin, plus que la moyenne des gens, d'avoir du plaisir immédiat, au moindre coût. Ça, c'est le cerveau humain. Ce qui va vous donner le plus de satisfaction avec le moins d'efforts. La survie de l'espèce. Donc, si vous avez du sucre, votre cerveau va s'apercevoir que ça lui fait du bien et va vous en redemander. Si vous n'avez pas de TDAH, vous allez réussir à vous réguler. Si vous avez un TDAH, ça va être compliqué de se réguler. Vous avez eu un petit shoot de dopamine avec votre sucre, vous allez y retourner. Et comme à chaque fois, ça vous fait des petites sécrétions comme ça de dopamine, noradrénaline, ce que vous voulez, vous êtes agité, vous avez pris du sucre, vous êtes agité, vous n'en avez plus, pof, en plus la glycémie qui bouge. Quand vous êtes en relative hypoglycémie, vous vous sentez moins bien, vous allez éventuellement vous agiter, enfin bref, c'est un peu le bazar. C'est pas le problème du sucre en soi, là ça va être le problème de la recherche de sucre, comme pour n'importe quel enfant dans ce cas-là. C'est vrai que plus c'est équilibré, mieux c'est. Dans tous les cas, toujours aller vers une alimentation plutôt de type méditerranéenne, avec beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, les fondamentaux de la nutrition. Et en gardant à l'esprit que rien ne doit être interdit. C'est pas parce que votre enfant a un TDAH qu'il faut lui interdire les bonbons. Mais par contre, pas tous les jours, pas à tous les repas. Comme pour tout le monde. Comme pour tout le monde. Tu nous parlais tout à l'heure à un moment donné, il faut trouver des solutions peut-être pour essayer d'apaiser la situation. J'en viens au sujet de la prescription thérapeutique. Ce traitement, est-ce que c'est toute la vie ? Est-ce que c'est juste un moment pendant la période de la scolarité ? C'est quoi les effets secondaires
Si tu peux nous en parler un petit peu de ces analogues des amphétamines. Parce que finalement, les parents ont peut-être un petit peu peur parfois de se dire je vais donner des amphétamines à mon enfant. Si tu peux nous expliquer comment ça fonctionne finalement et l'intérêt. Alors, effectivement, ce sont des dérivés des amphétamines. Ce sont des médicaments qui sont classés stupéfiants. Donc déjà, ça pose un petit peu le tableau. Comme je vous le disais tout à l'heure, dans le TDAH, on est sur une des problématiques de neuromédiateurs, de biochimie au niveau du cerveau. Par-dessus se mettent en place tout un tas de choses qui relèvent du comportement, de l'environnement, etc. Mais en tout cas, pour la partie biochimique, on peut avoir un impact direct avec des substances médicamenteuses. Ça ne règle pas tout. Et attention, ce n'est pas l'unique traitement, loin de là, du trouble. On va y revenir. Voilà. Le traitement, il a une indication. De la même façon, quand vous avez une crise d'asthme, vous prenez de la ventoline. Vous ne posez pas la question. Dans les traitements psychotropes, c'est-à-dire qui agissent sur le cerveau, on a, je pense, en France en tout cas, beaucoup plus souvent une réticence. Et c'est, je pense, naturel de se dire je donne une substance qui agit sur le cerveau de mon enfant. Est-ce que je fais bien ? Alors, pour répondre à la question sur les effets secondaires au long cours, c'est un médicament qui est utilisé depuis très longtemps et à des doses très très fortes outre-Atlantique. Et tout va bien. Tout va bien. Alors, est-ce que dans 100 ans, il y aura d'autres effets secondaires qu'on ne connaît pas encore ? Je ne peux pas répondre. Mais en tout cas, il n'y a pas d'effets secondaires au long cours qui serait plus important que le bénéfice qu'on en trouve. Ça, c'est la première chose. Il y a même un effet protecteur au long cours sur le risque de dépendance, puisque c'est les parents, première question, est-ce qu'ils ne vont pas être dépendants ? C'est un dérivé des amphétamines. Vous diminuez le risque de dépendance à l'adolescence et à l'âge adulte quand vous êtes traité, quand vous êtes enfant. Ah, c'est intéressant. Plein d'études qui vont toutes dans le même sens. Sur toutes les addictions ? Sur toutes les addictions. Pourquoi ? C'est très simple. Je vous reparlais tout à l'heure du système de la récompense. Si vous avez un TDAH, que vous grandissez sereinement, quand vous serez adolescent, adulte, vous aurez moins besoin d'aller chercher du réconfort, du calme, quelque chose qui vous apaise. Si vous avez un TDAH pas suffisamment pris en charge, vous allez plus facilement être, parce que justement vous n'avez pas votre chef d'orchestre là, chercher ce qui va vous permettre de vous calmer. Et donc plus d'expérimentation, plus de mise en danger, et derrière donc plus de comportements d'addiction. Et de conduite à risque. Et de conduite à risque. Il y a dans le milieu carcéral un nombre de personnes TDAH qui est largement supérieur à la population générale. Okay. Et pour finir, donc, on a vu que les enfants traités, enfin les populations d'enfants traités, avaient moins de comportements d'addiction à l'adolescence et à l'âge adulte. Donc en fait, pour résumer, ça a quasiment un effet protecteur par rapport à ça. Bon, bah ça, c'est une donnée qui est très très intéressante. Tu parles donc de ce traitement, donc finalement tu casses un petit peu la peur que les parents pourraient en avoir, parce que l'intérêt c'est bien sûr de juger du bénéfice qu'on peut en avoir à leur donner. Ils seront plus attentifs, ils seront moins hyperactifs, donc au niveau scolaire ça va mieux se passer. C'est ça l'idée. Alors c'est ça l'idée. Moi, généralement, j'ai l'habitude de dire qu'il y a 3 grands cas de figure pour lesquels je pense que le traitement est rapidement indiqué. Quand il y a un échec scolaire, c'est-à-dire que, enfin, même un peu avant l'échec scolaire, c'est quand même mieux. Quand il y a un tel retentissement du trouble que l'enfant ne peut pas suivre en classe. La scolarité, ça passe vite, donc on n'a pas de temps à perdre. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand il y a un retentissement majeur au niveau de la maison. Parce que dans ce trouble-là, il faut savoir que l'agitation, l'impulsivité et l'inattention, c'est épuisant pour les parents. Vous répétez 100 fois la même chose, l'enfant, il l'entend, il ne le fait pas, il l'a oublié, il est agité, il ne peut pas attendre. C'est fatigant. Et donc ça, c'est une réelle indication à mettre un traitement, justement, en particulier quand il y a des problèmes d'opposition et de provocation qui arrivent malheureusement assez fréquemment. Dernier cas de figure, quand il y a un retentissement sur l'estime de soi. Les enfants qui ont un TDAH, ils ont une estime de soi qui, donc, 9 fois sur 10, est très, très, très altérée.
Parce qu'en fait, ils passent leur temps depuis l'enfance, depuis la naissance, à entendre « Arrête, fais pas ça, mais fais attention, mais je viens de te le dire, mais écoute, ah, puis t'es nul. » Et si c'est pas les parents, c'est les enseignants. Si c'est pas les enseignants, c'est les copains. Donc c'est de l'échec en permanence. Donc c'est de l'échec en permanence. Et donc c'est épuisant. Et le traitement est une manière, pour une fois, rapide, efficace et facile, parce que les autres traitements, on en reparlera, ça vous demande beaucoup plus d'efforts. Là, on n'a pas d'efforts à faire pour une fois, truc facile. Donc, il y a une vraie indication. Et enfin, dernier petit détail, j'ai oublié de le dire, quatrième, mais qui est très très important, c'est sur le côté relationnel, parce que l'impulsivité des enfants et l'agitation, mais surtout l'impulsivité, a souvent un retentissement très négatif sur les interactions sociales, parce que vous avez très envie d'être avec les autres, vous commencez à jouer, et puis alors là, d'un coup, paf, vous chipez le ballon, vous poussez un peu trop fort l'autre, et rapidement, vous êtes mis de côté, en fait. Ou alors, vous allez sortir le truc qui vous passe par la tête, c'était pas le moment, c'est avec, c'est un peu le copain. Donc, ces enfants-là sont plus à risque, en fait, d'être mis de côté. Et quand ils arrivent à mieux se réguler sur le plan comportemental, à nouveau, ils peuvent avoir une place plus agréable dans le groupe. Donc ça se passe vraiment mieux, voilà ce que tu dis, à l'école, au domicile, partout quoi, en fait, en société. Tu évoquais l'estime de soi qui peut être très très basse. Est-ce qu'il y a plus de suicides chez les enfants TDAH ? Je ne veux pas te donner de chiffres précis parce que je ne les ai pas en tête, mais il y a nettement plus de troubles anxieux, de troubles de l'humeur chez les enfants en règle générale qui ont un trouble du neurodéveloppement, largement plus que dans la population générale. C'est intéressant, donc d'où l'intérêt de discuter en tout cas avec le professionnel de santé d'un accompagnement médicamenteux, pourquoi pas. C'est ça, une fois que les autres diagnostics différentiels, et j'insiste là-dessus, ont été éliminés pour ne pas tomber dans les dérives d'outre-Atlantique dont on parlait tout à l'heure, où les parents vont demander des traitements pour doper leur enfant. C'est quoi cette dérive ? Est-ce que tu peux nous en parler ? Eh bien, en fait, il y a quasiment un tiers des enfants, a priori, qui seraient sous traitement, sous méthylphénidate ou équivalent aux États-Unis. Et il n'y a probablement quand même pas un tiers de la population qui a ce trouble du neurodéveloppement. Il y a des comportements. Voilà, il y a des surmédicalisations pour obtenir des meilleures notes, etc. Alors après, ça va ouvrir un débat entre spécialistes de savoir si le traitement a un impact sur un cerveau neurotypique, etc. Bon, ça c'est un autre débat. Mais le traitement a quand même un effet bénéfique quand il est donné à bon escient, aux bonnes personnes et aux bonnes doses. C'est vrai que ça c'est rassurant parce qu'en France, on a quand même des bonnes lignes de conduite qui sont données par nos sociétés, les sociétés françaises de pédiatrie ou autres, qui nous disent si on doit donner un traitement ou pas. Et donc, on n'a pas cette dérive-là, en tout cas en France. Oui, c'est ça. En suivant les recommandations de bonne pratique, le guide de l'HAS, de la Haute Autorité de Santé, qui vient de publier il y a assez peu de temps des préconisations pour le dépistage et la prise en charge des troubles du neurodéveloppement et du TDAH en particulier. En suivant ça, on limite un petit peu les risques de surmédicalisation. Si on doit donner une molécule, comment on fait pour choisir parmi toutes les molécules qui existent ? Et finalement, on va le donner juste pendant la primaire, le collège, toute la vie. Comment ça se passe, Aude ? Alors ça, c'est une discussion qui doit avoir lieu entre le médecin, les parents et l'enfant. En France, il y a 2 types de molécules qui sont disponibles pour les enfants. La plus connue, ça s'appelle le méthylphénidate. Et dans le méthylphénidate, vous avez 4 laboratoires qui le fabriquent. Ritalin, Concerta, Medikinet, Quasim. Ces 4 marques, on va dire, ont toutes des effets bénéfiques et des effets secondaires différents en fonction de chaque personne. Donc vous pouvez très bien supporter parfaitement bien, mettons, le Medikinet, vous passez au Quasim, au Concerta ou à la Ritalin, ça se passe très mal. Pourtant, c'est du méthylphénidate. Et donc, c'est important de dire aux parents, on va commencer avec l'un, parce que pour X raisons de durée d'action, etc., c'est celui-là qui conviendra le mieux. Et si ça ne va pas parce qu'il y a des effets secondaires, on change. Et on change jusqu'à ce qu'on trouve le bon médicament, la bonne dose. Et dans l'entourage des gens, il y aura toujours quelqu'un pour vous dire « Ah oui,
je connais, le fils de ma voisine, il a eu ça, c'était un légume. Il était somnolent, c'était plus le même. C'est tout le temps comme ça. Exactement. Et ce n'est pas une fatalité. Ça veut dire que le médecin n'a pas bien fait son travail. Alors, je ne dis pas que je fais toujours bien mon travail, mais c'est la vigilance de vérifier la tolérance. Et un enfant qui est endormi ou un enfant qui est triste, qui est un légume, c'est qu'il faut changer le traitement ou changer la Je dose. fais l'analogue avec les antidépresseurs chez l'adulte. C'est pareil. Des fois, on met un antidépresseur qui va mal fonctionner. Il faut switcher pour un autre, essayer d'autres choses jusqu'à trouver la bonne molécule. Exactement. Ok. L'objectif, c'est d'aider l'enfant, c'est pas de le changer. Et c'est très important de comprendre qu'on va simplement donner un verre de café au chef d'orchestre. On ne le fait pas faire la sieste. On lui reproche de faire la sieste à ce fameux chef d'orchestre. Donc le café, là, c'est pour le maintenir éveillé. C'est pas pour qu'il dorme. Il faut lui trouver le bon café. Exactement. Ok. Question aussi, juste avant que tu nous dises si c'est à vie, mais est-ce que c'est toute la semaine? Est-ce que c'est tous les jours? Est-ce qu'on arrête le week-end? Parce que ça, on entend un peu différents sons de cloche sur le sujet. Tout à fait. Alors, le trouble, il est là 365 jours par an. Mais le retentissement peut varier. Vous avez des enfants qui ont des difficultés d'attention, exclusivement d'attention, et le week-end, ils n'ont pas beaucoup de devoirs à faire. Pour cela, le prendre que les jours d'école, pourquoi pas? Quand vous avez en plus des difficultés d'opposition, d'agitation, etc., c'est quand même mieux que les parents et l'enfant puissent en bénéficier le week-end pour passer des moments sereins en famille, premièrement. Deuxièmement, en termes de confiance en soi et de confiance dans son propre cerveau, c'est quand même plus pratique de savoir que quand on va avoir une réaction, choisir de faire quelque chose, on va pouvoir réagir comme on a fait la veille. Donc si on change un jour sur deux, on ne peut pas forcément compter sur son cerveau, ça peut être un petit peu anxiogène, ça peut être inquiétant. Donc c'est quand même pas mal, à mon sens, de le prendre tout le temps quand il n'y a pas d'effet secondaire, et ça c'est le médecin qui décide avec vous. Dernière chose, tu me demandais si c'était un médicament qui se prenait à vie. Oui et non. Il y a des gens qui vont le prendre toute leur vie parce qu'en fait, ils se sentent très bien. Et de la même façon qu'une personne diabétique prendra de l'insuline toute sa vie, une personne qui a un TDAH peut être amenée à prendre ce médicament toute la vie. D'autres personnes vont pouvoir trouver une activité et une régulation personnelle qui leur permet d'être tout à fait à l'aise et de ne plus ressentir le trouble, c'est-à-dire la gêne dans leur quotidien, et donc pouvoir l'arrêter. L'exemple parfait, c'est un de mes patients qui a commencé un apprentissage. Quand il était dans sa semaine en cours, il prenait le traitement. Quand il allait chez son patron, il ne le prenait pas parce qu'il était tellement passionné et en plus dans une activité motrice qu'il n'avait pas besoin du traitement en complément. Mais pour autant, là, par rapport au moment où on prend le traitement, il y avait un sujet quand même sur la croissance de l'enfant. Est-ce qu'il n'était pas question peut-être de l'arrêter à certains moments pour que la croissance puisse bien se poursuivre? Alors, le traitement n'a pas d'effet direct sur la croissance. Le traitement a un effet, parfois, sur l'appétit. Quand un enfant ne mange pas suffisamment et perd du poids, vous avez un retentissement après sur sa croissance en taille, sa croissance staturale. Donc si vous laissez un patient qui prend du méthylphénidate, qui ne mange plus rien, et qui ne prend pas de poids pendant 6 mois, vous risquez après d'avoir une cassure de la taille. Mais si votre médecin vous accompagne et vérifie que le poids continue de progresser normalement, il n'y aura pas de problème de croissance. Tu parlais juste avant d'autres solutions qui sont autres que thérapeutiques, c'est-à-dire autres que le médicament. Tu parles de quelles solutions précisément? Alors, ce sont les propositions de soins qui sont d'ailleurs recommandées en première intention, c'est-à-dire en première ligne. À l'heure actuelle, c'est ça qui est recommandé par la Haute Autorité de Santé dans la prise en charge du TDAH de l'enfant avant le médicament. C'est les programmes d'habilité parentale. Alors, qu'est-ce que c'est? Voilà. Alors, les programmes d'habilité parentale et ensuite les prises en charge psychologiques spécifiques de l'enfant. Donc, si tu veux, je peux détailler ces deux choses-là. Les programmes d'habilité parentale, c'est en rapport avec ce que je disais tout à l'heure sur le challenge éducatif quand on est parent d'un enfant neuroatypique, en l'occurrence avec un TDAH.
votre quotidien ne va pas être pareil. Pourquoi ? Parce que si vous donnez une consigne à votre enfant, lambda comme ça, et que vous en mettez 2-3 à la suite, va ranger tes chaussures, tu penseras à prendre ton manteau et à le déposer là-bas. Vous êtes sûr qu'il va faire la moitié, pas parce qu'il n'avait pas envie de faire l'autre moitié, juste parce qu'il aura oublié la première partie. Donc vous allez être obligé de le répéter 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ensuite, il y aura l'opposition éventuellement. Vous avez toutes les difficultés de mener les tâches jusqu'à leur fin. En fait, vous commencez quelque chose, vous arrêtez à mi-chemin, partez faire autre chose. Vous avez oublié que vous n'avez pas fini le début. Les devoirs, il en manque toujours une partie, on n'a pas pris le bon cahier, etc. Donc, la vie du parent, c'est épuisant. Il y a des choses qui vont fonctionner globalement, qui fonctionnent pour un enfant qui n'a pas de TDAH. Vous pouvez vous évertuer à le faire avec votre enfant qui a un trouble, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est très déstabilisant pour les parents, c'est démoralisant. Là aussi, vous, en tant que parent, votre estime de vous-même en termes de parentalité, très, très impactée. Et donc, donc ça s'appelle des programmes d'éducation aux habiletés parentales. Le plus connu s'appelle le programme Barclay. Vous avez le programme Triple P, il y a différents types de programmes. Que les gens peuvent trouver sur Internet ? Alors, que les gens peuvent faire auprès de professionnels formés. Ok, quel type de professionnels ? Donc, ça peut être des psychologues, ça peut être des orthophonistes, ça peut être des médecins. Il faut que ce soit, à mon sens, des gens qui ont une formation de base dans la santé de l'enfant et dans le développement de l'enfant. Et c'est là-dessus aussi que j'attire la méfiance, en tout cas l'attention des gens, c'est que n'importe qui peut se former au programme Barclay sur Internet et puis ensuite mettre sur sa porte psychopraticien, programme Barclay. Et alors les dérives, c'est quoi s'ils ne sont pas formés sur le développement de l'enfant ? La dérive, c'est que l'accompagnement peut ne pas être ajusté aux besoins de votre enfant. Parce que si vous ne connaissez pas le développement normal et le développement pathologique, comment est-ce que vous adaptez vos conseils ou votre aide aux parents si c'est juste votre expérience personnelle? Voilà. Et c'est des choses qui coûtent cher, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur le budget. Ça coûte très cher, tout ça. Donc, les programmes d'habileté parentale, c'est la clé dans la difficulté d'opposition et de provocation dans les cas des troubles déficit attentionnel de l'enfant. Tout ce qui va être les difficultés d'attention de l'enfant, juste d'attention, quand il n'y a pas d'opposition, les programmes d'habileté parentale sont un peu plus limités. Enfin, n'ont pas un impact aussi important. C'est vraiment centré sur les problèmes d'opposition. L'opposition, qu'on fasse simple, c'est non, je ne veux pas maman, c'est ça ? Non, je ne veux pas. Ok. Et c'est non pour tout. L'enfant, il va commencer en disant non. Et puis, vous attendez 5 minutes, il va finir par le faire. Mais si vous continuez à dire, mais si tu vas, j'en sais rien, va te laver tout de suite. Non, tu vas te laver tout de suite parce que sinon, je te prive de télé. Ben alors là, vous pouvez le faire 100 fois, ça ne fonctionnera pas. Ça va rester non, ça va finir dans un drame. Dans le meilleur des cas, tout le monde part fâché. Dans le pire des cas, on s'énerve, on finit sur des violences physiques ou psychologiques parce qu'on est à bout. La rigidité, justement, le manque de flexibilité au niveau cérébral, de ne pas arriver à changer de stratégie, de point de vue, est beaucoup plus fréquente quand on a un TDAH. Et donc, vous êtes face à un âne qui ne veut pas avancer. Ok, et donc ça, ces outils-là fonctionnent bien dans ce cas-là. Exactement. Alors, vous mettez une petite carotte à l'âne, il avance mieux que le coup de bâton. Tu peux nous donner des exemples concrets ? Eh bien, par exemple, il ne faut pas le faire d'emblée comme ça, il y a des étapes avant, mais ce qu'on appelle les économies de jetons. C'est-à-dire, on se met d'accord en début de semaine, de jour, enfin ça dépend de l'enfant. Quand tu fais ça, tu gagnes un petit jeton. À chaque fois que tu fais ça, tac, tac, tu as un jeton. Tac, tac, tac. Au bout de 3 jetons, tu auras le droit de faire tel truc, tel truc, tel truc. Mais il faut que ce soit structuré, parce que sinon ça peut rapidement partir dans des délires de récompense, etc. Et puis on ne tient pas le truc. Enfin, surtout qu'il faut se rappeler que les parents, souvent eux aussi, ont un petit peu de mal à ne pas être dans l'impulsivité. Mais en gros, c'est des techniques de comportement et de récompense des bons comportements. Okay. Et de ne pas prêter attention aux mauvais comportements. Pour éteindre un comportement qu'on ne veut pas voir, on n'y prête pas attention. Ok, donc c'est pas, on ne va pas punir sur un mauvais comportement, mais on va que féliciter le bon. Le bon. Ok. En gros, pour caricaturer, si vous dites une fois non,
parce qu'il faut dire non, attention. On n'est pas là dans le côté, on ne met aucun cadre, on dit oui à tout. Pas du tout. Au contraire, plus le cadre est clair, est tenu, est toujours le même, et mieux ça fonctionne. Mais si on a dit une fois non, à côté de ça, il faut qu'on trouve 5-6 trucs pour dire oui, bravo, super. Mais alors, du coup, ça va être des petites choses totalement banales du quotidien. Ah, je suis super contente, on a pu discuter pendant tout le repas. Ah super, t'as pensé à éteindre l'eau de la douche. Des choses qui semblent normales, mais en fait, il faut les valoriser. C'est pas évident, il faut vraiment se faire accompagner Il là-dessus. faut vraiment se faire accompagner. Ok. Et tu disais juste avant, sur l'attention, ça fonctionne, mais c'est pas forcément l'idéal. C'est qu'en fait, c'est pas l'objectif. Le programme Barclays ou Triple P, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez une explication sur le fonctionnement cérébral et comportemental de votre enfant et sur la mise en place de techniques pour faciliter votre quotidien par rapport à ces problématiques de comportement, de je veux pas faire, de je vais pas au bout de mes tâches. Le but n'est pas d'apporter des solutions aux difficultés attentionnelles, et là, ça va plus être le travail de l'enfant dans la deuxième partie, du coup, dont je te parlais tout à l'heure, à savoir soit les thérapies cognitivo-comportementales ou la remédiation cognitive. En gros, j'apprends à mon chef d'orchestre à rester quand même tout le temps un petit peu efficace. Comment je vais m'organiser ? Comment je pense à finir un truc que j'ai commencé ? Faire de la kiné du cerveau, quoi. Et ça, c'est de la psychologue. Et ça, c'est les psychologues qui font ça. Ok, donc il y a des psychologues qui sont spécialisés pour les enfants qui ont ces troubles-là. Exactement. Ok, et en général, qui sont bien connus des pédiatres qui vont pouvoir les adresser. Voilà. Ok. Et les psychologues qui vont plutôt avoir des approches de discussion, ça peut être très utile pour tout ce qui va être le trouble anxieux, l'estime de soi, c'est très important. Surtout s'il y a une histoire peut-être familiale un peu compliquée. Exactement. Mais à un moment donné, c'est quand même bien de faire ces choses un peu plus pratico-pratiques. Ça peut être très tôt dans la prise en charge, ou ça peut être plus tard, parce qu'il faut d'abord avoir restauré un petit peu d'estime de soi et de confiance en soi avant de pouvoir faire les exercices, quoi. Et on n'a pas parlé juste de la psychomotricité. Donc la psychomotricité, ce sont donc les psychomotriciens, psychomotriciennes qui font ça, qui vont avoir un travail centré autour du corps, du mouvement, mais aussi de l'émotion et du ressenti avec ce corps, avec ce mouvement. Enfin, donc une espèce d'ensemble entre le corps et le cerveau et la tête. Chez les enfants, surtout les petits, c'est très très intéressant de passer par l'abord corporel pour travailler toutes ces difficultés d'apaisement, d'agitation et ce renforcement de l'estime de soi. Et donc moi, j'aime beaucoup proposer de la psychomotricité, surtout chez les plus jeunes. D'autres acteurs essentiels pour toi, peut-être l'orthophoniste aussi ? Alors, l'orthophoniste, tout à fait, parce qu'il est quand même assez fréquent de trouver des difficultés de langage. Quand vous avez un trouble du neurodéveloppement, vous avez plus de risques d'en avoir d'autres. Alors, pour faire très court, vous avez la partie du langage, la partie de la motricité, comment je bouge mes mains pour écrire ou comment je saute. Le TDAH, donc le chef d'orchestre. L'intelligence, alors c'est très très résumé en disant l'intelligence, mais parce qu'il y a différents types d'intelligence. Mais quand vous avez une déficience intellectuelle, c'est un trouble du neurodéveloppement. Et je précise systématiquement ça aux familles, c'est-à-dire que si vous êtes dyslexique, que vous ne savez pas lire, c'est pas une question d'intelligence, c'est autre chose. Donc vous pouvez très bien être dyslexique et être parfaitement intelligent. Avoir un TDAH très sévère et être très intelligent. Ne pas pouvoir écrire et être très intelligent. Oui, ça doit revenir très régulièrement. Exactement. En fait, dans l'échec scolaire. Oui. Oui. Si j'ai un doute sur mon enfant, alors vers qui je me tourne concrètement ? Alors, dans un premier temps, les soignants, les médecins traitants qui connaissent bien ton enfant. Ça peut être aussi la PMI, pour les tout petits de moins de 6 ans. Les médecins de PMI sont tout à fait sensibilisés à ça, c'est vraiment le cœur de leur métier. PMI ? La protection maternelle et infantile, donc ce sont les centres dans toutes les villes et villages de France. Il y a un centre de protection maternelle et infantile qui te permet d'avoir des consultations avec des médecins, des puéricultrices, des professionnels de la petite enfance, sans aucun frais. Donc, centré justement sur la prévention.
Donc ces gens-là sont très très formés à ça. Maintenant, il y a dans les nouveaux carnets de santé, donc à disposition de tous les médecins de France et des parents, puisque c'est dans le carnet de santé, il y a le neurodéveloppement de l'enfant qui est noté. Donc en fait, quand on fait les visites de santé de son enfant, le médecin, même s'il n'est pas très très formé, peut voir les critères, disons, d'alarme qui nécessitent d'aller un petit peu plus loin là-dedans. Donc le parent également. Et le parent également. Donc si j'ai un doute, déjà j'en parle à mon médecin, que ce soit PMI, médecin traitant, pédiatre, et ensuite en discussion avec lui, il peut y avoir une orientation vers ce qu'on appelle une plateforme de coordination et d'orientation. Ça s'appelle les PCO. Des PCO dans tous les départements désormais pour les enfants 0-6 ans et dans de plus en plus de départements pour les enfants de 7 ans à 12 ans. C'est en train de se généraliser. Cette PCO, ce sont des plateformes qui vont financer les bilans qui permettent de poser ces diagnostics de troubles du neurodéveloppement de type TDAH ou d'autres troubles. Ces PCO financent les bilans qui vont être réalisés par des professionnels libéraux près de chez vous et qui vont coordonner ensuite la prise en charge pendant 1 an, 3 mois, 15 jours. Donc, vous faites le bilan. S'il y a besoin de soins, vous avez le début des soins. Soit les choses vont mieux et donc vous pouvez interrompre les soins, soit vous avez un trouble important et là, il y a le relais vers d'autres structures ou d'autres moyens de financement. Et donc ça, c'est pour tout le monde, la PCO, accès à tous, sur adressage médical. C'est pour ça qu'il faut passer par son médecin. Attention, de plus en plus, comme il y a beaucoup de demandes, les PCO maintenant ne prennent en charge que les enfants qui n'ont eu aucun bilan. Donc si on commence à en faire un petit dans un coin, vous risquez de ne plus être éligible pour la suite de la PCO. Donc si vous avez un doute, commencez par aller voir votre médecin plutôt que d'aller faire un bilan et ensuite d'aller voir votre médecin. Et on est aussi sur des grands délais d'attente pour les PCO ? Tout dépend de votre département et ça peut être relativement rapide. Normalement, il y a quand même des objectifs de pouvoir répondre rapidement. Malheureusement, les choses sont comme elles sont. Il faut se renseigner. Il faut se renseigner, ça va dépendre du département. Ok. Alors, par rapport à tous ces enfants qu'on a diagnostiqués, à qui on a donné un traitement, éventuellement on a donné d'autres outils thérapeutiques, des suivis psychologiques ou même vraiment pluridisciplinaires, la suite, ça va être comment pour eux ? Parce qu'ils ont cette neuroatypie, ce trouble neurodéveloppemental qui va donc rester, on ne va pas le gommer, on est d'accord ? Il va rester à l'âge de l'adolescence, à l'âge adulte. Et comment est-ce qu'ils vont faire ? Est-ce qu'on a ce recul-là sur ces enfants-là qui vont devenir des adultes ? Est-ce qu'ils vont être outillés ? Est-ce qu'on leur a donné suffisamment d'outils pour se préserver, pour avoir une vie, entre guillemets, normale et arriver à avoir un métier, être inséré professionnellement, à tous les niveaux ? Alors, l'évolution, elle peut se faire de différentes façons. Vous pouvez avoir des personnes qui sont très agitées et puis qui vont évoluer sur un versant inattentif. Donc socialement, c'est un petit peu plus acceptable. Vous avez des personnes qui restent inattentives du début à la fin. Il y a des gens qui ont beaucoup moins de symptômes aussi à l'âge adulte. Et puis, il y a des personnes qui vont rester très impulsives, très agitées. Et en l'absence de prise en charge, en particulier dans l'enfance, ça peut être un petit peu compliqué. Mais si on se met dans le cas de figure d'un enfant qui a été repéré, qui a été pris en charge et accompagné, l'évolution, du coup, se fait de façon tout à fait favorable. Parce qu'en fait, vous allez apprendre, et c'est le but des soins, à contourner l'obstacle. On ne change pas son cerveau. Par contre, on sait qu'on a plutôt intérêt à prévoir toujours 5 minutes de plus, parce que si on attend toujours la dernière minute par rapport à ce qu'on pense spontanément, on va être en retard, par exemple, à faire des listes. Il y a des différentes méthodes, et ensuite on va les garder à l'âge adulte. Les parents qu'on voit maintenant arriver en consultation, qui amènent leurs enfants, qui n'ont eux-mêmes, en tant que parents, pas été diagnostiqués, ils vont expliquer facilement, ils vont dire « Ah bah oui, moi j'étais pareil, mais du coup je me suis mise à faire comme ça. » Ils ont appris à contourner l'obstacle. Ils ont trouvé des solutions pour eux-mêmes. Ils ont trouvé des solutions. Alors, à quel prix ? Parfois, c'est ça la problématique. Et c'est pour ça que c'est important de le prendre en charge dans l'enfance. Plus tôt c'est pris, et mieux en fait ça suivra pour la suite. Mieux ça suivra, moins il y aura de troubles annexes, de problèmes anxieux, de problèmes de dépression, de problèmes de consommation de toxiques ou de prise de risque, de mise en danger. Ok.
Écoute, je pense que c'est très clair pour toutes les explications que tu nous as données et je te remercie. Je finirai par une seule question. Si tu avais une baguette magique et que tu pouvais changer les choses sur comment est-ce qu'on pourrait en tout cas mieux accompagner ces enfants, est-ce que ça serait de multiplier ces structures en France pour qu'elles soient beaucoup plus présentes? Est-ce que ça serait dans le diagnostic, former mieux les enseignants, qu'ils soient tous peut-être ultra doués, parce que c'est eux qui voient les enfants au sein de l'école? Vers quoi tu te tournerais? Je pense que fondamentalement, c'est exactement ça qui me paraît pertinent. C'est augmenter les endroits, les centres de ressources pour que les familles, les parents et les enfants puissent être pris en charge, accompagnés, sans qu'il y ait ce fossé de financement, sans avoir à attendre 2 ans, parce qu'il n'y a pas assez de professionnels, il n'y a pas assez de professionnels dans les centres par manque de budget. Et c'est comme pour l'éducation nationale, plus il y aura d'enseignants formés, moins il y aura d'enfants par enseignant, et plus ce sera facile pour l'enseignant d'adapter sa pédagogie à l'enfant qui a besoin qu'on lui dise dans les yeux pour être sûr qu'il a bien été attentif quand on lui a dit la question. Si vous en avez 30, c'est plus compliqué. Donc il y a ça. Et prendre en compte les parents, en particulier sur le côté de la culpabilité que toute la société renvoie parce qu'il ne sait pas éduquer son enfant. Et là, je pense qu'il y a un message important à passer parce que c'est presque honteux à l'heure actuelle de dire « mon enfant, il a un TDAH ». Soit on vous met dans la catégorie « vous ne savez pas éduquer votre enfant », soit on vous met dans la catégorie « ah bah oui, comme tous les autres, ils sont tous TDAH ». Ça, si ça pouvait avancer, ce serait pas mal aussi. Merci beaucoup, Odile Figueur, pédiatre. Merci infiniment. Merci de m'avoir reçu. Merci d'avoir écouté Ad Vitam, le podcast de médecine préventive. Retrouvez le docteur Sarah Longer sur les réseaux sociaux pour échanger et abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.